Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que les agents regardent de loin depuis très très longtemps, et pourtant central dans notre métier, la marque personnelle. Donc, pendant longtemps, la règle était simple, rester discret, communiquer le moins possible et surtout laisser les compagnies communiquer à notre place. Ça a été vraiment un peu l'ADN de communication des agents, sauf qu'aujourd'hui, c'est terminé. Je pense que ceux qui vont émerger, ça va pas être les plus grands techniciens qui se cachent, mais ça va être ceux qui sont capables d'adresser une communication vis-à-vis de leurs clients, de pouvoir être visible. On va parler de cette visibilité qui est importante, et encore plus avec les nouvelles générations qui sont en train d'arriver en termes de clients, et qui vont un peu bouleverser notre manière d'aborder la relation client. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a clairement cassé les codes du secteur. Nathalie Quesquin, bonjour. D'accord. La première vraiment à s'être exposée sur les réseaux. Alors sur ce métier-là, bien entendu, mais la première à s'être exposée sur les réseaux avec une com que je trouve différenciante, directe, incarnée, vraiment. Une communication qui a évolué d'ailleurs dans le temps. Tu vas nous parler de ça tout à l'heure. Où au début, on te voyait beaucoup dans ta voiture, et puis après, ça a évolué. Mais j'ai trouvé, je trouve que je pense que tu es la personne du secteur qui incarne la communication. Ça, il faut en être fier. Et aujourd'hui, je veux vraiment avoir une masterclass avec toi. Je sais qu'on va en avoir une. Je sais qu'on va en avoir une. Et je veux comprendre comment on se rend visible, comment on se différencie sur les réseaux, comment convertir aussi cette visibilité en business. Parce que je vois quelquefois des intermédiaires ou des agents qui communiquent, mais ils ont un peu de mal à convertir ça en business. Et puis, comment on construit aussi un cabinet de courtage en partant de zéro et en ayant une super réussite. Donc, on parlera de niche, on parlera aussi d'investissement personnel aussi par rapport à ça. Et puis, je pense vraiment que la vraie question, ça ne va pas être de savoir s'il faut communiquer ou pas, mais est-ce que tu es prêt à être vu ou est-ce que tu n'es pas prêt à être vu. Donc voilà, parce que je vois beaucoup d'intermédiaires qui communiquent, mais surtout sans jamais se montrer. Donc, je pense que la communication a évolué quand même dans ce domaine-là. Donc, bienvenue Nathalie, merci. Merci pour ton accueil. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire, tu es connu, mais ça serait bien que tu te présentes quand même, et que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et comment tu travailles aujourd'hui. Qui je suis, donc Nathalie Quesquin. Je suis courtier en assurance depuis 2 ans. Et à côté, j'ai monté une structure de consulting et de formation pour accompagner mes consoeurs, mes confrères et des experts comptables à évoluer sur la matière assurance. Avant cette expérience courtier, j'étais agent général d'une compagnie pendant quasiment 6 ans. Compagnie dans laquelle j'ai évolué à plusieurs postes et notamment au sein de la gestion privée du groupe. Et avant ça, j'étais notaire. Donc j'ai un parcours aujourd'hui qui fait qu'avec mes clients, je suis en capacité de parler juridique, fiscalité, optimisation des placements et naturellement assurance. Donc je suis un peu... on a un spectre d'échange très très large avec les clients aujourd'hui. Quand tu as commencé à communiquer, alors on va parler de la communication d'abord, mais quand tu as commencé à communiquer sur les réseaux, notamment Instagram et TikTok, TikTok, je ne sais pas si tu y as été tout de suite. Si non, pas tout de suite. Non. Quand tu as commencé à communiquer sur ces réseaux-là, est-ce que tu avais déjà conscience de casser un peu les codes de la communication dans le métier d'assureur ? Alors, pour refaire un petit retour en arrière, moi, je me suis installée dans une ville où je ne connaissais rien ni personne. J'avais aucun réseau, vraiment, et je me lançais dans un métier qui était absolument nouveau pour moi. Moi, mon cerveau raisonnait 100% patrimoine, et du jour au lendemain, j'ai dû aborder la matière assurance avec les clients. Et donc, la vie a fait, et des accidents de la vie ont fait que je n'ai pas pu être forcément sur le secteur en local. Ça a été très compliqué. Et puis donc, je me suis dit, je vais essayer de communiquer différemment. Je suis quelqu'un de très timide. Donc, aller dans des réunions d'entrepreneurs... Ça se voit pas forcément, hein ? Oui, je sais. Il n'y a que les très proches qui, effectivement, le savent. Mais je suis quelqu'un de très timide. Et aller dans des réunions d'entrepreneurs et toutes ces réunions business, partenariats, etc., c'est vraiment pas un exercice qui est vraiment facile pour moi. Et donc, je me suis dit, mets-toi sur les réseaux. Tu vas parler à beaucoup plus de personnes sans jamais avoir le retour image, en fait. Je me suis dit, c'est le seul moyen de vaincre ta timidité, de ne pas avoir le regard des autres.
Et donc, effectivement, j'ai été, je crois bien, la première, hein, vraiment, à communiquer par le biais de mes vidéos. J'ai eu la grande chance, il faut le dire, d'avoir une compagnie qui m'a soutenue là-dessus. On m'a laissé tester, on m'a laissé vraiment prendre mon envol sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément évident dans les compagnies, hein, parce qu'il y a tout plein de choses à respecter. Et là, j'ai vraiment une compagnie qui m'a laissé faire. Et c'est là où je me suis développée. Alors au début, c'était vraiment pas brillant, hein. Mes vidéos faisaient peut-être 10 vues. Quand j'avais 3 likes, c'était génial. Et puis, il y a eu une vidéo qui a fait un peu plus d'1 million de vues. D'accord. Sur LinkedIn, avec des retombées en termes de souscription contrat juste dingue pour moi derrière. C'était quoi c'était une vidéo sur laquelle j'expliquais comment être sûr d'être indemnisé en cas de cambriolage. D'accord. Donc, comment faire pour garder les preuves d'achat, comment s'assurer de la preuve de la propriété des biens et de la valeur des biens. Et donc, j'avais la posture de l'assureur qui n'était plus l'assureur escroc, entre guillemets, mais au contraire, l'assureur qui est du côté du client. Et donc, qui est là pour accompagner l'indemnisation. Et cette vidéo-là, elle m'a embarquée. Et c'est là où j'ai démarré. Je me suis dit, mais c'est très précisément ce que je veux faire. Rendre la matière lisible, transparente, compréhensible. Et puis, c'est parti. Et puis comme tu es timide, les réseaux, c'était une manière de dire, de toute façon, je ne les vois pas. Comme je ne les vois pas, ils ne sont pas là, quoi. Donc, exactement, voilà. Je ne les vois pas. Je ne suis pas dans l'exercice, tu vois, où tu es en face à face. Et puis, il y a ce cap d'aller voir les gens. Je ne sais pas faire. C'est pas pour moi, vraiment. Je suis très, très mal à l'aise dans cet exercice-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me voit très, très peu hein, dans les réunions, même interprofessionnelles aujourd'hui. Mais parce que je suis vraiment très timide. Moi, quand je vais au salon du courtage, pour moi, c'est vraiment un exercice compliqué. En plus, les gens viennent systématiquement me voir parce qu'eux me connaissent. Mais moi, effectivement, dans mon fort intérieur... c'est compliqué. Comment on passe de cette communication qui était assurantielle, institutionnelle, tu vois, comment résoudre un sinistre, voilà, ça reste très assurantiel, à une communication qui est plus vie courante, tu vois, parce que moi je me souviens de tes premières vidéos, on s'était rencontrés d'ailleurs dans ta ville là-bas, mais de tes premières vidéos où tu rentrais dans ta voiture, j'arrive de chez un client, je repars de chez un client, ah là c'est dur, je suis dans les embouteillages, tu vois, t'abordais des choses personnelles en plus. Comment on passe de cette communication-là à cette communication un peu TikTok, un peu influenceuse, je le mets entre guillemets, tu vas pas aimer, mais comment on passe de ça, tu vois ? Parce que tu aurais pu rester sur une communication très assurantielle comme on le voit aujourd'hui. Alors déjà, le mot influenceuse me dérange pas du tout. Hein. Okay. Vraiment, je le vois pas de façon négative. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis sur les réseaux. Si j'arrive à influencer les gens à réfléchir différemment, à se poser les bonnes questions en matière d'assurance, à arriver chez leur assurance disant... je suis prêt, j'ai préparé la matière, ça y est, j'ai vu une vidéo de Nathalie, elle disait ça. C'est des questions que je vais poser à mon assureur. Si je les influence et que je les amène à souscrire un bon contrat avec des bonnes garanties et ne plus raisonner prix, je veux bien être influenceuse. Il y a énormément de personnes qui ont franchi le cap de l'entrepreneuriat parce qu'ils regardaient mes vidéos et parce que je leur ai donné envie de faire ce métier qui, dans leur état d'esprit, leur vision à eux, était complètement... démodé, has-been, voilà. Et si j'influence des gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans ce métier qui est fabuleux, mais tant mieux, j'accepte l'appellation influenceuse, hein, tout va bien. Mais comment sortir de cette communication très... Ou en faisant les deux, parce que tu fais les deux quand même. J'ai jamais fait de communication institutionnelle. Ok. J'ai jamais incarné une communication, même à l'époque, de compagnie. Parce que je me suis toujours dit, ce qui fait que des clients de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille signent avec moi sans même savoir où je suis physiquement, moi, basée, c'est pas une communication institutionnelle qui peut-être même ne me ressemble pas. Je me suis dit, c'est moi qui fais la différence. Ce qui fait qu'un de mes premiers clients que j'ai fait via les réseaux sociaux, c'est un client parisien qui avait à l'époque un agent général de la compagnie dans son immeuble. Ce qui a fait qu'il a signé avec moi, c'est parce qu'en fait, il me voyait au quotidien et que pour lui, il pouvait forcément me faire confiance. Et je me suis dit, je vais garder cette ligne éditoriale que d'être moi et vraiment d'incarner tout ce que je suis. Mais c'est souvent que je dis dans mes vidéos les 50 nuances de Nathalie, parce que
On voit tout de moi, mes émotions. Je suis un être humain. Je suis une sacrée bosseuse, mais je suis un être humain. Des fois, il y a des coups de moins bien. Des fois, on a la vie personnelle qui vient nous donner un petit coup de massue. Et ça fait partie du quotidien aussi, mais ça me permet de parler assurance aussi. Tu vois ? Et j'ai toujours voulu incarner cette communication personnelle. Parce que ce qui fait la différence, c'est ce qu'on est. Ce qui fait qu'un client signe avec moi, c'est parce que j'aime la navigation, que j'aime la plongée, que je suis amatrice de cigares, etc. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui nous rapproche avec le client et qui fait qu'il va passer le cap de m'écrire un message en off. Est-ce que tu crois que la communication traditionnelle assurance est morte ? Alors moi, j'en suis à peu près persuadé aujourd'hui, mais un agent qui va communiquer en relayant uniquement une communication institutionnelle de compagnie et qui se dit communiquer, voilà, et qui a 3 likes d'ailleurs de collègues ou d'inspecteurs, ça ne sert pas à grand-chose, on est d'accord. Mais du coup, voilà, comment il faut communiquer aujourd'hui, si tu es agent aujourd'hui, si tu es intermédiaire, si tu es courtier, hein, voilà, peu importe, mais comment on peut avoir une communication authentique qui sorte d'une communication institutionnelle de compagnie ? Les communications institutionnelles compagnie, elles ont cet avantage. Si tu n'as pas d'idée, tu peux t'appuyer sur cette communication institutionnelle pour tenir un discours qui te ressemble. Très souvent, on peut s'appuyer dessus pour se dire, tiens, c'est une super idée, je vais faire un post dessus, un carrousel, une vidéo, enfin, peu importe le moyen de communication. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'idée, à la rigueur, c'est un préalable de base pour moi. Mais avoir tous les agents d'une même compagnie qui, au même moment, relaient le même discours, je me mets sur LinkedIn le matin et je vois 100 personnes qui relaient le même message, qui est-ce que je choisis et pourquoi ? Voilà. Et moi, en tant que client, parce que je suis moi-même cliente d'assurance, qui est-ce que je choisis ? Qui est-ce qui incarne mes valeurs ? Et aujourd'hui, moi, quand je fais des clients, j'aspire vraiment à avoir des clients qui partagent les mêmes valeurs que moi. Aujourd'hui, je choisis mes clients. Et c'est vrai que autant moi, je choisis mes clients, autant un client choisit son assureur. Et qu'est-ce qui différencie un assureur de telle compagnie à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à Avignon ? Je le vois pas. Juste en relayant juste comme ça, brut de décoffrage, une communication compagnie, je la ferai pas la différence. En revanche, si ce message est relayé avec un vrai discours perso et incarné, là, ça fait sens. Tout à fait d'accord. Ça fait sens. Et du coup, est-ce qu'on peut développer du chiffre d'affaires uniquement grâce au réseau ? C'est la question. Alors, j'ai souvent ces questions-là. C'est de me dire, OK, je vais communiquer, je vais me mettre face cam, etc. Mais ça me rapporte quoi comme chiffre d'affaires ? Donc là, on va pouvoir parler de conversion, parce que c'est ta capacité à convertir aussi. Mais... Alors, j'ai un business model qui est très particulier. Moi, aujourd'hui, mon coût d'acquisition client, c'est mon abonnement LinkedIn. Point. Je fais 0 achat lead, 0 référencement Google, 0... rien. Vraiment, mon seul coût d'acquisition client, c'est vraiment mon abonnement premium LinkedIn. Et aujourd'hui, 100% de mes clients, je les fais soit par recommandation, soit via les réseaux. En revanche, sur les réseaux, mais comme dans la vraie vie, je ne vais jamais faire de mailing. Tu convertis pas, toi. Tu convertis pas comme pourrait le faire une influenceuse. En fait, je n'utilise pas tous ces outils qui existent pour faire des mailings généralisés, etc. Je ne le fais pas parce que, encore une fois, c'est pas moi. Envoyer un mailing en masse, ce n'est pas moi. Je sais qu'il y en a qui le font, c'est pas moi. Moi, la première chose que je fais quand je reçois « Bonjour Nathalie Quesquin », je supprime le mail. Je ne le lis même pas. Voilà. Donc, ça demande un travail. Moi, ça fait maintenant 9 ans que je suis sur les réseaux. Et aujourd'hui, je tire 100% de mon chiffre d'affaires de ce que je retire sur les réseaux. Ni, encore une fois, je ne vais dans des réunions d'entrepreneurs, et en plus, j'ai aujourd'hui une clientèle ultra nichée. Donc, oui, on peut faire du business sur les réseaux, mais ça demande... c'est un travail en soi. C'est pas juste en postant une vidéo qu'on va forcément. On va parler du travail que ça demande derrière. On va en parler du travail que ça demande derrière. Mais voilà, c'est un vrai travail. Et c'est pas parce qu'on a de la visibilité qu'on convertit. Moi, par exemple, depuis que je suis courtier ultra niché, mes vidéos sont beaucoup moins visibles parce que j'ai un discours ultra niché. En revanche, en off, il se passe beaucoup plus de choses qu'il ne s'en passait avant quand j'étais généraliste, pour le coup. Donc, voilà, beaucoup de visibilité, beaucoup de likes, ça flatte l'ego, c'est génial. Autant dire que j'ai pas besoin forcément de flatter l'ego. Moi, si je le fais, encore une fois, c'est pour amener quelque chose. Ça plaît, c'est génial. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de convertir derrière. Et c'est tout ce qui se passe en off et que les gens ne voient pas.
Mais Ça, je c'est suis le plus un, important. un grand Donc convaincu. oui, Oui. on peut faire du vrai business, du vrai chiffre d'affaires de qualité sur les réseaux, mais ça demande du travail. Enfin, faut pas croire cette génération-là qui sort et qui dit je vais vous apprendre à faire du chiffre d'affaires en travaillant 2 heures par Des semaine millionnaires et vous allez faire 50 000 euros Oui, le oui. premier mois. Enfin, non, Hmm. ça demande un vrai travail Oui, c'est de fond. clair. C'est clair. Moi, je suis inconvaincu parce que moi, je travaille comme ça déjà, même si je communique pas comme toi, mais je Ouais. travaille comme ça. Et c'est vrai que je prospecte très très peu en fait. Voilà. Donc, juste ce que je fais et la manière dont je communique, ça me permet de développer mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est génial. Tu as pris un parti un peu au départ. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de la première conversation qu'on avait eue il y a quelques années, mais tu as pris un parti au départ un peu clivant quand même. On t'aime pas, tu vois, parce que dès que tu t'exposes, de toute façon, on va t'aimer ou on va pas t'aimer, Bien tu sûr. vois. Ça, c'est clair. Comme là, je fais une chaîne YouTube, tu Bien vois, sûr. et on va m'aimer, on va pas m'aimer. Ça, c'est clair. Et c'est clivant forcément, tu vois. Ça, tu l'as accepté dès le départ. Ça a été difficile. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus difficile quand tu te lances. Est-ce que c'est la peur de faire quelque chose qui n'est pas parfait, la peur de se voir, parce que c'est pas facile de c'est se un peu, voir. c'est violent au départ quand même. Moi, je dis le mot violent parce que je trouve ça violent au départ quand même, tu vois. C'est Les pas premières facile. fois que tu te vois, tu Ah, fais c'est tes pas rushs facile. de vidéos, tu fais c'est violent. Je trouve ça violent, Ouais, tu non, vois. c'est pas facile de se voir. Et puis, le regard des autres, Ouais. ce fameux regard des Ouais, c'est autres. ça. Peur d'être jugé, le regard des autres. Ouais, c'est Et clair. en fait, forcément, ça a créé de l'animosité. Hein. Quand tu es visible, que tu fais les choses différemment, on va pas se leurrer, tu es une femme dans le milieu qui fait les choses différemment, qui casse les codes. Dans un réseau d'agences généraux d'hommes, dans un quand même. réseau On va pas très masculin, Ouais, très masculin, forcément, quand même. tu froisses Oui, des oui, égos. c'est clair. Ça, c'est une réalité. Et du coup, tu t'en prends plein la figure. Hein. Et ça, faut être prêt à ça. Tu t'en es pris ? Ah oui. Ouais. Ah oui. Ok. Faut être prêt à ça. C'est pas simple. Et puis un jour, j'ai suivi une conférence de Michael Aguilar qui dit la vanille, tout le monde l'aime. Mais celui qui aime la pistache, il l'aime vraiment. Tu vois, c'est de la passion pour la pistache. Et là, je me suis dit, tu vas être pistache, Nathalie. C'est ça. C'est pas grave si tu fais pas comme les autres. Tu vas justement te différencier par ce que tu proposes. Et à partir de là, le regard des autres, je me disais, ils reportent sur moi leur propre turpitude. Tu t'en fous. Si c'est pas parfait, moi qui avais un soi parfait au niveau de l'éducation, le soi parfait, il était là. Eh ben, tu vas le laisser de côté aussi, parce que si tu attends que tout soit parfait, tu feras rien. Et dans tout ce que je fais, d'ailleurs, c'est ma philosophie. Donc, j'ai fait. Alors, au début, c'était vraiment imparfait. Hein. Quand je regarde mes toutes premières vidéos, je me dis, waouh, il y a eu de l'évolution. Mais voilà, tu t'en défais petit à petit. Et après, tu fais juste... Enfin, tu vois, hier, j'ai publié une vidéo vraiment archi spontanée. Il n'y avait même pas de sous-titres, rien. Je l'ai publiée, je me suis dit, fais-la comme ça. C'est pas grave s'il n'y a pas de sous-titres. Et ça passe, et c'est OK. Tout est OK, en fait. Le tout, c'est de faire. Des haters, t'en as pas eu beaucoup. On en parlait un peu tout à l'heure, t'en as pas eu tant que ça. Alors, je n'ai pas de haters hors métier. Oui. Je veux dire, quelqu'un Sachant qui va que TikTok dire... est plus violent quand même que... TikTok est plus violent. LinkedIn, c'est gentil. Instagram, ça peut être un peu violent, mais TikTok, ça peut être très violent. Quand même. Mais quand tu as quelqu'un qui dit oui, les assureurs sont toujours des escrocs, etc., je le prends pas personnellement. Je vais accompagner la personne en lui disant, mais en fait, si vous avez ce propos, c'est que vous avez vécu une mauvaise expérience. Et très souvent, en matière d'assurance, la mauvaise expérience, elle est due à un défaut de communication. C'est ce que je dis toujours dans mes formations. C'est soit la personne ne maîtrisait pas vraiment le sujet, elle ne vous a pas posé les bonnes questions, soit vous n'avez pas entendu les questions correctement, vous ne l'avez pas bien comprise, soit vous n'avez pas tout dit. Voilà. Et forcément qu'à la fin, quand il y a pépin, c'est qu'il y a eu un problème de communication. Donc, quand on me dit oui, les assureurs, je ne le prends pas personnellement. En revanche, oui, au niveau des confrères, ça peut parfois être très... c'est plus à ce niveau-là. Très cash. Mais c'est pas grave, et c'est OK aussi. Oui. Je me dis que je les perturbe un peu dans leur fonctionnement, et ceux qui étaient les plus virulents aujourd'hui sont sur LinkedIn à faire des posts. Donc je me dis, tant mieux, je les amène à cette évolution, tu vois. Très bien. Et c'est OK, c'est vraiment... Enfin, je ne garde plus rien pour moi. Tant que ça ne relève pas du harcèlement, tant qu'on n'est pas dans la méchanceté gratuite, je me dis, ils se dévexeront tout seuls. Oui. Voilà. Oui. Parfois, je réponds même pas. Quand la critique est constructive... Moi, je réponds pas. Hein. Toi, tu répondais, mais je quand crois la que tu critique répondais. est constructive, je lance le débat. Ouais. Quand c'est de la méchanceté gratuite, je bloque. Tout à fait. Voilà. Et quand je
je me dis, ah, j'ai envie de m'amuser, je réponds. Ok. Et parfois, c'est... T'es joueuse, de toute façon, ces sujets-là. Moi, je ne suis pas. Parfois, c'est ta communauté qui répond pour toi. C'est ça qui est drôle. C'est bien. C'est que t'as rien besoin de faire. La communauté répond. Tu dis, bon, je les laisse se débrouiller. Parce que tu as une communauté... Alors, tu as une communauté de clients. Oui. Voilà, c'est une communauté de clients, c'est intéressant. Et c'est là-dessus que tu convertis, d'ailleurs. Oui. Mais tu as une communauté aussi de femmes qui se retrouvent en toi aussi, hein, je pense, puisque tu es incarné quand même, quelque part. Donc, qui se retrouvent en toi, qui se retrouvent dans ton combat, qui se retrouvent dans le fait d'être une femme volontaire. Voilà, je pense que tu inspires aussi à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si tu la ressens, cette communauté-là aussi. Ah oui, côté. Clairement. Ouais. En fait, on me suit. J'ai entrepris, et puis bon, j'en ai vécu des galères. Enfin, je les ai systématiquement exposées, pas toutes, mais j'ai exposé beaucoup de... Ça, je sais. Mais j'ai exposé beaucoup de galères. Non, mais les sinistres que j'ai vécus, le Covid, on m'a suivi. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est créé. Moi, je me rappelle, j'ai des agents qui m'envoyaient le petit-déj à ce moment-là parce qu'ils me suivaient sur les réseaux sociaux. D'autres qui sont venus m'aider à faire le ménage à l'agence. Il s'est vraiment créé quelque chose. Et puis, cette crinière grise, là... Depuis cette crinière grise, il y a eu encore un nouveau mouvement. Je me souviens de ces posts-là où il y a des gens qui te disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux blancs et tout ?» Tu t'énervais avec ça, je me souviens. Mais oui, mais parce que les hommes... Ce qu'on dirait jamais à un homme. Hein. Ben, bien sûr. On dirait jamais à un homme. Mais les hommes, dès que je publiais, c'était « Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle n'a plus les moyens de se payer le coiffeur. » C'est une méchanceté rare. Et puis les femmes, petit à petit, se sont dit... Wow, c'est canon. Mais oui. Mais en fait, tu incarnes tout ce que j'aimerais être, tu y vas, quoi, et t'assumes tout ce que tu es. Et ben, c'est génial. Enfin, j'ai publié hier un petit message que j'ai eu d'une consoeur qui dit si tu veux le placement de 23 millions, on le partage. Et puis, on part toutes les deux à Tahiti, on fume des cigares, on fait de la bagnole. Oui, parce que tu as quand même dit que tu arrêté tout hier. Donc... Et c'est... Voilà. Non, mais... Donc, je me suis dit, je vois le message de Nathalie hier, elle arrête tout. Donc, je me dis, OK, nous, on enregistre ce matin. Je pense que ça va être le happy end. Tu vois non, mais c'est une blague. C'est génial. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Quand je vois mes clients, par exemple, publier quelque chose, je me dis, attends, cette activité-là, elle n'est pas couverte. Je l'appelle, je lui dis, c'est quoi cette activité que tu me sors ? Elle sort d'où ? Ah ouais, mais tu veux pas me la déclarer, ton activité ? Ça s'assure, ça. Enfin, tu peux pas faire ça comme ça. Ça, c'est ta manière de convertir aussi, tu vois. Mais bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Ouais. J'appelle le client. C'est simple, hein, avant de venir ici, j'étais dans le métro. Il me dit, t'es le seul assureur avec qui on parle pas d'assurance ? Et je dis, bah oui. Il me fait, tu sais pourquoi ? Tu vas me le dire ? Mais parce que tout est géré avec toi. On sait que tout est géré. Il dit, depuis que je suis assurée chez toi, je me pose plus de questions. Et bien sûr. Ben, c'est génial. Et ça, c'est quelqu'un que j'ai fait via les réseaux. Et non, je trouve ça génial. Et vis-à-vis des clients aussi, me voir au quotidien, c'est un vrai gage de confiance. Si j'étais, entre guillemets, mauvaise, pas compétente, je ne m'afficherais pas comme ça, de peur justement d'avoir des représailles. Bah, tout va bien, j'assume tout ce que je suis, tout ce que je fais, donc tout va bien. Oui, tout va bien. Et on peut faire des erreurs, et ça, c'est normal, mais voilà. Ouais, après, on y travaille. Dans un monde où tout le monde se met à communiquer aujourd'hui, plein de façons différentes. Hein, voilà, je vois des agents qui communiquent de façon très différente. Donc tout le monde se met à communiquer aujourd'hui. Comment on peut se démarquer aujourd'hui et en plus, l'IA va permettre de communiquer de façon différente. On parle pas. On va pouvoir faire des fausses vidéos, enfin, on peut faire plein de choses. Ça, tu peux bien sûr. Voilà. Comment on peut se démarquer ? Je suis agent aujourd'hui, je veux communiquer. Voilà, je suis agent, je suis courtier, peu importe. Je veux communiquer, ou même un autre métier, peu importe, mais je veux communiquer, je veux créer ma marque personnelle, tu vois. Sa marque personnelle, c'est ça. Sa marque personnelle, c'est pas seulement dire je représente telle compagnie. Sa marque personnelle, c'est mon nom, mon identité, mes valeurs, mes croyances, tout ça. C'est ça, sa marque personnelle. Alors, comment on peut communiquer aujourd'hui, se différencier dans ce flot de communication, d'après toi ? Moi, mes clients sont assurés toujours. Hein. Même à l'époque, quand j'étais agent, c'était je suis assurée chez Nathalie Quesquin. Ils ne savaient même pas limite dans quelle compagnie ils étaient assurés à l'époque. C'était je suis chez Nathalie. Appelle Nathalie, elle gère tout. Bon. Mais comment communiquer, comment se différencier ? Je t'avoue, vraiment, je ne le réfléchis pas. C'est-à-dire que je fais les choses ultra spontanément, sans me soucier de savoir si ça marche ou pas. Je veux dire, si ça fait 10 likes, je m'en fous. Je l'ai fait. Ça marche pas. Je suis pas non plus stupide. Je vais regarder ce qui fonctionne ou pas pour pas justement m'épuiser à reproduire le même schéma. Oui, puis on peut aller regarder. C'est bien d'aller regarder les meilleurs stats et tout ça, mais un petit peu quand même. Mais regardez
les contenus qui te font les meilleures stats et de se dire, bah voilà, c'est peut-être ça qui plaît à mon audience, c'est peut-être qu'il faut... Vraiment, je le fais pas, ça. Okay. C'est-à-dire que je fais vraiment les choses de manière ultra spontanée. Instinctive. Quand je fais mes vidéos, j'ai pas de script. Je ne reprends jamais, là, vraiment, c'est du spontané. Bah, d'ailleurs, je me répète, il va y avoir des voilà. Mais j'ai évolué parce qu'avant, je reprenais, je me disais, ah, c'est pas parfait, je peux mieux faire. Je revois encore à l'époque mes collaboratrices parce que j'attendais que ce soit parfait, en fait. Aujourd'hui, vraiment, ça ne m'impacte plus. Je me dis, tu fais de manière spontanée. Bien sûr, derrière, je m'amuse à faire du montage. J'adore ça, ça me régale. Donc, je passe du temps en ça, mais ça me régale. Mais je ne réfléchis pas à qu'est-ce qui va me différencier. Je me dis, ce qui me différencie, en fait, c'est juste moi. Okay. Donc, incarne tout ce que tu es, tes valeurs, tes émotions, et ça marchera. Mais ça marchera auprès des personnes qui partagent ces valeurs et ces émotions. Ça ne m'intéresse pas de toucher tout le monde. Ça ne m'intéresse pas d'assurer tout le monde. Je ne peux pas assurer tout le monde de toute façon. Mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère vraiment, aujourd'hui, faire des clients qui voient en moi celles en qui ils peuvent avoir vraiment confiance. Ils ont mon 06, ils savent que même le week-end, je suis dispo, je réponds, je suis hyper réactive. Ça, c'est le plus important pour moi. Après, faire du contenu en me disant est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que je vais me démarquer, Enfin, j'en vois qui reprennent mes publications. Ça marche pas parce qu'ils ne l'ont pas incarné, cette publication. Ils l'ont pas réfléchi, ils n'ont pas été dans le cas client qui fait que j'ai fait cette publication. Et au-delà de ça, c'est du copier-coller, donc forcément, ça peut pas marcher. Les copywriters. Mais il y en a un paquet, je peux te dire, et puis il y en a qui s'en cachent pas. Ouais. Mais c'est OK, c'est pas grave. Voilà. Après, c'est pas grave, t'as ta marque de toute façon, donc oui, c'est pas grave. Après tu demandes juste un peu d'intelligence relationnelle, de dire c'est canon ce que t'as fait, je peux reprendre. Il y en a qui le font et pas de sujet, vas-y, reprends. Mais voilà, je cherche pas à me différencier par ce que je propose. Après, tu l'as vu, il y a eu une évolution. Explique-moi cette évolution, où c'était peut-être plus personnel, puis il y a un moment, tu as pris un virage. Alors, mais parce qu'en fait, je suis ultra perso sur Insta. Ouais. Sur Insta, on voit dans toute la journée. Sur Insta, on voit, c'est le vie, ma vie. On peut me voir en pyjama le matin. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Alors, je les regarde pas toutes quand même, mais j'ai jamais vu ça. Bon, après, c'est pas forcément le pyjama comme tu t'imagines. Mais non, sur Insta, je fais du très perso. Sur LinkedIn, un peu moins, et encore que j'y vais. Et du très perso, je sens que c'est quand même maîtrisé. Moi, je sens que ta communication perso, elle est quand même maîtrisée. Tu montres quand même ce que tu as envie de montrer quand même. C'est-à-dire que c'est du très perso. Et je ne vais pas montrer toute ma vie non plus. Aujourd'hui, c'est drôle, on me dit toujours, tu publies tout le temps, mais on ne sait pas vraiment qui t'es. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es en couple, pas en couple? Et c'est drôle, parce que je suis là tous les jours. Et effectivement, dans le perso, je montre mes loisirs. Tu vas souvent me voir sur un bateau. Tu vas souvent me voir en soirée cigare. Tu vas souvent me voir... mais je sens que derrière ce... Peut-être que je me trompe, mais que derrière ce... Je publie comme ça, je suis instinctive. Il y a quand même une maîtrise de ce que tu veux communiquer et là où tu t'arrêtes. Après, voilà, le perso qui n'amène rien au pro, ça sert à rien non plus. C'est ça, il y a quand même cette réflexion-là, tu vois. Aujourd'hui, quand je publie du perso... C'est justement aussi pour que les gens en face se disent « Tiens, elle adore le bateau. » Et voilà. Et on va partager des centres d'intérêt. Exactement. Voilà, exactement. « Ah tiens, t'es à la soirée cigare, mais t'es où ? On se voit, on essaye de s'en faire une. » Voilà. Et c'est comme ça que je fais des clients. Mais après, publier du perso, quand je suis en famille, je vois pas l'intérêt. Pendant les vacances, oui, je vais beaucoup livrer de ce que je fais. J'étais, il n'y a pas longtemps, en voyage à Rome. Je vais mettre effectivement quelques photos. Mais parce que pour moi, être un chef d'entreprise, c'est aussi savoir prendre des temps off. Donc oui, je vais effectivement publier des trucs sympas. Après, j'ai mon petit jardin secret aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il se passe tellement de choses pas jolies sur les réseaux qu'il faut savoir se préserver aussi. Tu fais attention à ça quand même ? Sur ton image, sur ce qu'on pourrait dérouter, tu vois. Enfin, il faut quand même faire attention à ça. Oui. J'en donne déjà assez. Donc, beaucoup sur Insta. C'est vrai que sur Insta, on voit vraiment sur toute ma journée, on voit du perso, on voit... Et LinkedIn, j'en mets aussi. Moins quand même, non ? Ah non, sur LinkedIn, j'en mets un paquet aussi. Mais avec un ton différent, une intention différente. Et TikTok ?
T'as une stratégie sur TikTok qui est différente? TikTok, j'ai un peu délaissé TikTok D'accord. ces derniers temps. En fait, depuis que je suis courtier, j'ai un peu délaissé TikTok. Mais je l'avoue honteusement, c'est parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec Insta et LinkedIn. Alors, beaucoup à faire. Voilà. Explique-moi le travail que ça demande. Parce que c'est du travail derrière, quand même, c'est du temps. Alors, c'est du temps qu'on pourrait passer à faire autre chose, hein, mais certains travaillent différemment. Mais Ah. est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est du temps? Comment tu quantifies ça? Bah, déjà, j'ai un cerveau qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que je vais pas aller sur ChatGPT ou Claude et dire fais-moi 30 publications en matière d'assurance, nanana. Enfin, c'est pas ma philosophie. Donc, quand je suis en rendez-vous, quand je suis... voilà, j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et tout est source d'idées. Donc, c'est vrai que je prends très souvent des notes d'idées. Et donc, déjà, il faut avoir l'idée. Il faut avoir la capacité à transformer cette idée en discours assurance, compréhensible, lisible, fun, sympa. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Vous vous rendez compte, avec vous, je parle d'accidents, de décès, d'invalidité, de maladie. C'est lourd, quoi. Donc, si en plus, tu t'habilles comme un croque-mort et que tu as l'air très grave quand tu parles de ces sujets, bon, je ne suis pas sûre que tu fasses beaucoup, que tu aies un fort impact. Donc, c'est avoir l'idée, la transformer en discours intelligible. Et puis derrière, c'est répondre à tous les messages entrants. J'ai énormément de messages entrants. Enfin, quand je te dis que j'ai suffisamment à faire à ce jour, et c'est du luxe, et je ne m'en cache pas, entre LinkedIn et Insta, c'est vrai que j'ai délaissé TikTok. Parce que TikTok, c'est vraiment de l'industrie, quoi. TikTok, il faut publier 3-4 fois par Parce jour. que Insta, il faut publier beaucoup aussi. Donc, tu publies quoi? Tu publies 3-4 vidéos par jour? Plus, des fois, non? Même Insta, je fais 3, 4, tous 5, les jours 4-5 stories et je fais 2 à 3 publications par semaine poussées. Donc, c'est un vrai boulot. Hein, oui, c'est un vrai boulot. C'est pour ça que je te disais, c'est quand même un vrai boulot. Et tous les jours. Donc, c'est pas j'en fais le lundi, mais j'en fais plus pendant 15 jours. Non, et quand je te dis tous les jours, c'est y compris le week-end. Oui. Ce qui est un peu le cas des fois quand je vois des communications de chefs d'entreprise où ils se disent je vais communiquer. Ils se mettent à communiquer pendant 2 jours et après, tu n'as plus rien pendant 6 mois. Quoi. Bah, c'est ça. Donc, mais le plus dur, c'est la régularité. Ouais. Le plus dur, c'est la régularité, et c'est d'accepter de continuer à faire même quand ça marche pas. Parce que même moi, j'ai des publications qui font des flops. Mais encore une fois, parce que je mets 0 budget dessus, donc ça peut... Enfin, je fais rien de sponsorisé, rien de... Donc, ça fait un flop, c'est OK, je l'ai fait quand même. Et ce discours-là, un jour, il va s'ancrer dans l'esprit de quelqu'un. Oui. Donc, c'est pas grave. Mais oui, la régularité, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y en a plein qui se lancent, ça y est, je me lance sur les réseaux. Et au bout d'un mois, il n'y a plus rien parce que ça y est, ils sont épuisés de ce qu'ils ont fait. Une semaine, des fois 2 jours. Donc non, c'est un vrai boulot. Et c'est vrai que TikTok, j'ai délaissé, mais parce que c'est une autre industrie. J'ai fait beaucoup de clients sur TikTok. Ouais. T'as fait des clients sur TikTok? Ah oui. Pourtant, on se dit, tu vois, t'as plutôt une génération... j'ai plutôt une génération de 12-15 ans, tu vois, mais bon, après, ça a évolué aussi. Mais... Non, mais les vidéos que j'ai faites jusque-là sur TikTok, je génère encore des leads. D'accord. Mais qui ne m'intéressent plus. Donc, je les envoie aux copains. Oui. Mais ça ne m'intéresse plus, moi, personnellement, d'assurer ce genre de risque. Et après, sur TikTok, je faisais beaucoup de live. C'est là où je faisais le plus de clients. Et puis, tu sais, sur TikTok, il y a quelque chose que j'apprécie moins. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le métier sur TikTok et qui fracassent le métier. Ouais. Et je trouve pas ça très correct. Enfin, tu veux pas être forcément associé à ça. Non, comme ceux qui ont fracassé le métier de l'immobilier ou des choses comme ça sur TikTok. Quoi. Votre assureur vous a pas remboursé, etc. Voilà ce qu'il faut faire. J'aime pas cette image-là. C'est pas du tout ma ligne éditoriale à moi. Et puis encore une fois, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Peut-être que pour m'amuser, demain, je m'y remettrai. Ou quand ça marchera un peu moins bien sur le reste. Tu as 2 styles de publications. Tu as des publications métiers, des fois même, tu vois, où tu vas parler de prévoyance du médecin ou prévoyance du notaire, voilà, des choses comme ça. Ce que j'ai vu passer, en tout cas. Et puis, tu as des publications plus personnelles. Bien sûr. Alors, je sais que tu fais pas de stats, mais tu as évalué un petit peu les retours que tu as sur un type de publication et l'autre type de publication, tu vois. Qu'est-ce qui marche mieux à ton avis? Le perso, mais ouais. Sachant que ceux qui vont regarder le perso regardent quand même l'autre. Mais, bien sûr. Voilà, mais c'est parce qu'ils regardent le perso et que ça leur plaît qu'ils vont regarder le pro aussi. Mais il faut accepter de se découvrir aussi. Hein. C'est pas évident d'ouvrir la porte de chez soi. Enfin, moi, j'ouvre vraiment beaucoup de mes émotions dans mes publications perso. Mais c'est du vrai, c'est pas une publication... Vraiment, j'en peux plus de ces publications de ChatGPT. T'en as plein là qui se sont lancés à faire des publications. C'est du ChatGPT
avec vraiment la musicalité du 3, 3, 3. Et en fait, je me dis, c'est super, ils font, mais t'incarnes toujours rien, en fait. Oui, c'est parce ça. que c'est ChatGPT qui a rédigé pour toi. Et je me dis, le perso, c'est vraiment ce que j'ai là. Voilà. Donc, ça plaît, ça déplaît. T'en as qui vont toujours dire, ouais, elle se met en avant, elle parle d'elle, elle fait différemment et fait en sorte que ça marche. C'est tout. Oui, c'est vraiment ma ligne éditoriale. Voilà. Ouais. Et mes clients le savent. Mes clients, quand je les ai, Nathalie, ce week-end, vous étiez en bateau, vous êtes allée où? Moi, je sors le voilier la semaine prochaine, je vais le caréner, etc. Et je trouve ça génial d'avoir ce type d'échange avec les clients. D'accepter et d'assumer, de dire aujourd'hui, on est jeudi... on est jeudi, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler parce que, et ça je peux me le permettre depuis que je suis courtier. je pouvais beaucoup moins me le permettre avant parce que tu avais des structures à gérer et que c'est moins simple. C'est jeudi, je vais accepter de dire je suis en bateau, de faire une publication en disant aujourd'hui je suis en bateau et d'avoir un client qui va me faire une vision en disant allez-y mettez la caméra Nathalie, régalez-moi. Et je trouve ça génial. Enfin, c'est tout ce à quoi j'aspire. En fait, c'est la communication qu'on pouvait avoir avec nos clients il y a quelques années. Tu vois. Oui. Enfin, toi, je suis un peu plus vieux que toi, mais il y a quelques années. Et où tu allais chez les gens, tu vois. Tu allais chez les gens et alors, je dis pas que tu sympathisais, mais en tout cas, tu rentrais dans leur intimité. Et tu partageais des hobbies, tu partageais des choses que tu faisais avec eux. Et c'était comme ça que se faisait le business, quoi. En fait, c'était de la même façon, sauf que là, tu le fais sur les réseaux aujourd'hui, tu vois, il y a un partage qui se fait comme ça. C'est sûr. Et moi, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Je veux une clientèle qui me ressemble. Et vraiment, je refuse des clients. Je refuse des clients parce que je sais que ça va pas matcher. Et déjà, celui qui vient que pour le prix, c'est pas pour moi. Non, je le laisse vraiment. Voilà. Oui. Celui qui ne valorise pas le conseil. Tu n'as jamais un positionnement de prix. Je t'ai jamais vu sur un positionnement de prix, de toute façon. Donc, l'une des premières choses que je fais, d'ailleurs, c'est si vous venez pour le prix, vous risquez d'être déçu avec moi. Enfin, voilà. Après, forcément, quand tu es courtier, tu as la possibilité toujours de trouver la solution. Mais tu vas trouver la meilleure offre pour ton client. Voilà, bien entendu, ça, c'est si la proposition que tu proposes est trop onéreuse, tu as toujours des solutions de repli. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais je sélectionne ma clientèle aujourd'hui. Je préfère faire beaucoup moins, mais de manière tellement plus qualitative. C'est tellement un confort. Et moi, je suis convaincu que ça, et on va faire le lien avec ton cabinet aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'il faut vraiment nicher une stratégie, il faut travailler avec des clients qui nous ressemblent et pas avoir cette stratégie de je prends tout ce qui vient. Comme ça, tu vois, ça, je trouve que c'est le pire pour un cabinet. On va en venir à ton métier d'aujourd'hui, courtier en assurance, quand même, parce que ton métier, c'est pas influenceuse, hein, on est d'accord. Donc, courtier en assurance. Parfois, je me dis, parce que je fais des publications, je me dis, il y a du potentiel. Fais-toi sponsoriser par des marques ou par des assureurs, je sais pas. J'ai le droit maintenant. Dans l'absolu, j'aurais le droit. Ouais, complètement. Comment on part? Parce que tu as pris un pari quand même, mais assez fou quand même. Donc, tu as changé de ville en plus. Donc, voilà, tu t'installes dans une autre ville. Voilà, ok, super. Bon, après, toi, tu travailles quand même plus France et les réseaux t'ont aidé à faire ça. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir ton réseau local. Mais comment on part de zéro? C'est très difficile aujourd'hui. On n'est pas dans les années 80. C'est très difficile aujourd'hui de monter un cabinet de courtage en partant de zéro ou un cabinet d'assurance quand tu pars tout petit. C'est très difficile. Comment on fait pour partir de zéro pour arriver à la réussite où tu es aujourd'hui? Alors, tu nous donneras des chiffres si tu as envie de nous les donner. Mais comment on fait? Comment on fait et parce que c'est une vraie réussite. Donc, comment tu as réussi ça, ce pari-là? Quand je me suis lancée... alors, dans la vraie vie, j'ai vraiment commencé le courtage en octobre 2024, tu vois, le temps que toute la paperasse se fasse, etc. Ouais, donc c'était hier. C'est hier. On est d'accord. Hein. Les gens ont l'impression que je suis courtier depuis 15 ans. Non, c'était hier. Hein. Oui, ça fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte. Mais c'est vrai qu'en tant que courtier, j'ai même pas 2 ans d'ancienneté finalement. Et là, pour le coup, t'es qu'à ton nom à toi. Hein. Oui. On est bien d'accord. Ah ouais. Et vraiment, j'aspire. J'ai une aversion pour la contrainte, quelle qu'elle soit. Donc, j'ai une aversion pour la contrainte. Donc c'est vrai que les réseaux, ça me va bien. J'ai aucune attache, j'ai aucun ancrage. J'ai plus besoin de supporter la charge mentale qui ne m'incombe pas. Je n'ai pour charge mentale que celle que je veux bien me faire supporter à moi-même. Qui est déjà pas mal, hein, des fois. Hein. Et celle que je tolère, elle est pas mal. J'ai un niveau très élevé d'exigence, mais je connais mes limites et je les accepte aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je me suis lancée, on m'a dit, mais parti comme t'es parti là, va falloir que tu
recrutes, va falloir que... Ah, tiens, on va pouvoir en parler du Je recrutement. veux Ouais. plus de toutes ces contraintes-là. Mais comme on part de zéro, je sais pas si je suis vraiment un modèle parce que je bénéficie quand même de 8 ans sur les réseaux. Quand je me suis lancée courtier, la plus grande difficulté d'un courtier, avant même d'être visible, c'est d'avoir quelque chose à vendre. Pour avoir quelque chose à vendre, il faut que les compagnies... D'avoir des compagnies d'avoir le blanc-seing des compagnies qui ouvrent plus les codes comme ça aujourd'hui. Hein. C'est C'est-à-dire ça. que ça, c'est Donc clair. beaucoup sont obligés de passer par des groupements et c'est très très bien. Enfin, Des je trouve solutions de l'accompagnement... cocourtage ou des solutions, et d'autres puis solutions. Mais, je trouve que la solution groupement est intéressante pour quelqu'un qui se lance. Il y a un tel poids de la conformité. Je veux dire, c'est lourd en tant que courtier. C'est un métier qui est fantasmé de beaucoup d'agents généraux. Enfin, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai 3-4 agents généraux qui me posent la question. C'est lourd. Oui, Le poids de la conformité, le devoir de conseil. Donc moi qui suis très carré, je suis notaire à la base, donc voilà, ça me dérange pas, mais je trouve ça très lourd. Donc quelqu'un qui se lance, finalement avoir un groupement qui t'accompagne dans la mise en conformité de ton cabinet, dans l'ouverture des codes avec les partenaires, etc., je trouve que c'est un combo gagnant-gagnant. Parce que moi, je sais que j'ai été très chanceuse en me lançant courtier. Enfin, quand je suis allée à mon premier salon du courtage, on m'a ouvert tous les codes. Toutes les compagnies m'ont ouvert un code. Enfin, toi, tu n'as pas eu cette difficulté-là de celles devoir... à qui j'ai demandé un code m'ont Tu n'as ouvert pas eu un la code. difficulté de trouver une compagnie. Non. De toute façon, ça, c'est Donc, clair. je suis consciente que là-dessus, déjà, j'ai eu un réel atout, c'est que déjà, j'avais quelque chose à vendre. Et puis après... Une fois que tu as quelque chose à vendre, à qui tu le vends? À qui comment tu le trouves on le sait comment tu as trouvé tes clients. Mais... T'en as qui vont aller au golf, t'en as qui vont aller dans des BNU ou n'importe quel autre club d'entrepreneurs, t'en as qui vont s'inscrire dans un club de sport, qui vont faire du paddle, qui vont... Encore une fois, moi, tout ça, mes temps off, c'est du vrai temps off. Donc le soir, qu'on me foute la paix avec tout ce qui est club d'entrepreneurs. La seule soirée que je tolère, c'est effectivement mes soirées cigares. Mais au-delà de ça, voilà, c'est pas pour moi. Donc, c'est pas évident de se lancer sur les réseaux. Je conseille pour le coup aux courtiers qui se lancent de se mettre tout de suite sur les réseaux. De prendre tout de suite ce rythme, de se dire je vais être visible. Quelle est ma force de proposition? C'est les premières choses à faire. Tu vois, tu travailles sur ta marque personnelle déjà au départ. Quand tu te lances, tout dépend le profil, mais allez, celui qui se lance, il n'a pas forcément une trésorerie de dingue pour faire de la pub par X ou Y moyen, pour faire du référencement, pour acheter des leads. Donc, quand tu n'as pas la trésor qu'il faut, le moyen le plus efficace et le moins onéreux, c'est quand même d'être sur les réseaux sociaux. Ça coûte rien. Donc, pour moi, c'est prendre tout de suite ce rythme que de se dire... Je raconte une histoire, quelle qu'elle soit, la mienne peut-être, comment est-ce que je suis passée à l'entrepreneuriat, pourquoi ce choix du courtage, etc. Enfin, tu as plein de choses à raconter. Mais c'est le moyen, aujourd'hui, le moins onéreux et le plus rapide de toucher une population très vaste. Des fois tu te dis... ouais, mais j'ai eu que 50 likes. Tu sais ce que c'est d'avoir une conférence où tu as 50 clients qui sont face à toi et qui t'applaudissent à la fin? Enfin, parfois, tu sais, ces réseaux ont ce côté très biaisant. Tu te dis, j'ai pas fait beaucoup de vues. Oui, parce qu'on se compare, tu sais. C'est le problème des réseaux, c'est qu'on se compare, tu vois. J'ai pas fait beaucoup de vues. 10 000, c'est pas beaucoup. Mais en fait, quand tu as 10 000 personnes face à toi, je veux dire, c'est énorme. C'est un stade. Et donc, il faut se ramener à une réalité. Aujourd'hui, quand tu te lances en tant que courtier, que tu n'as pas forcément de trésor, que tu n'as pas forcément de réseau, le moyen le plus efficace aujourd'hui de toucher et d'impacter, ce sont les réseaux sociaux. Ça coûte rien. Les échecs que j'ai vus, ça a souvent été des échecs de gens qui n'avaient pas de réseau locaux, ok, très bien, mais du coup, qui n'ont pas été sur les réseaux non plus. Ah oui. Et ça marche pas. Moi, j'ai aucun réseau local. J'ai jamais été local. Oui. Personne ne sait d'ailleurs où est-ce que je suis local. Moi, je sais où t'es. Mais vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est d'être déjà très bien entouré. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent même sans avoir fait un prévis, tu vois, un bilan prévisionnel. La première chose, c'est de s'entourer avec un expert comptable. Enfin, c'est la base. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu sais pas où tu vas, ça va être compliqué. C'est surtout que tu risques d'avoir quelques surprises sympathiques avec des échéances sympas. Et puis après, effectivement, le groupement de courtiers va te permettre d'avoir déjà tout plein de choses de prise en charge. Je veux dire, chercher son CRM, quel outil je vais utiliser, avec quel partenaire je vais travailler, pourquoi, etc. Là, ils ont quand même plein de partenariats déjà faits avec les inspecteurs qui viennent te voir. Je veux dire, c'est quand même facilitant pour avoir échangé beaucoup avec 2-3 groupements.
je trouve que c'est top ce qu'ils proposent. Et d'ailleurs, quand on me demande comment devenir courtier, j'envoie vers ces groupes. Tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis après, en termes de com, en termes de recherche client, mettez-vous sur les réseaux. Franchement. Et soyez juste vous, par contre. Est-ce que la clé, c'est pas aussi la spécialisation aujourd'hui ? C'est-à-dire que d'être ultra généraliste sur tous les sujets, je ne suis pas sûr qu'on réussisse, qu'on puisse se développer beaucoup. Toi, tu as niché tout de suite ta stratégie. Et j'y crois beaucoup, moi aussi, vraiment de nicher sa stratégie et d'avoir cette stratégie de spécialisation, quoi. Je pense que c'est important parce que du coup, tu vas créer une expertise et du coup, tu vas devenir la ref, quoi. Ce que j'appelle la ref, entre guillemets, tu vas devenir vraiment la ref. Et la ref, pour moi, c'est un mix de ta technicité métier et de ton côté humain, tu vois. Et c'est ce choix que tu as fait. Tu l'as fait dès le départ parce que avant, tu représentais une compagnie, donc tu étais plus généraliste, forcément. Et encore, tu étais quand même niché, j'ai l'impression. J'étais ultra niché déjà. Tu étais déjà ultra niché. Mais et du coup, tu étais resté sur cette même stratégie. Si tu veux, moi, encore une fois, notaire, gestion privée, j'avais vraiment envie, quand je suis devenue assureur, de continuer à utiliser mon droit. Et je me suis dit, ton parcours professionnel fera ta différence. Donc, forcément, avec qui est-ce que tu parles ? Argent, fiscalité, droit, avec des catégories socio-professionnelles un peu plus. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite, mais vraiment, dès le départ, niché profession médicale, paramédicale et profession réglementée. Dès le départ, en tant qu'agent, ça a été ma ligne de conduite. Après, naturellement, j'avais mon équipe qui était là pour faire le général. Mais pour moi, oui, c'est la clé. Si on veut avoir un discours qui a un vrai impact, il faut être perçu comme une référence. Pour moi, ça passe par la spécialisation. Après, la spécialisation, c'est pas celle dans le sens que vont véhiculer les compagnies. Nos agents sont spécialisés patrimoine, spécialisés entreprise, spécialisés pro, spécialisés agri, spécialisés... Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment trouver une niche, un métier ou, j'en sais rien, les voitures très haut de gamme, peu importe la niche, en fait. Mais travailler une niche, pour moi, c'est avoir un discours qui est 10 fois plus impactant derrière. Moi, aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis nichée clinique. Clinique, aujourd'hui, j'ai des appels entrants parce que j'assure telle clinique et que ça part tout seul. Je suis référencée comme étant Madame Clinique. Voilà. Sans parler du reste, notaire et avocat. Mais travailler une niche, c'est pas... Je le vois souvent en formation. Les gens ont eu 150 heures de formation pour devenir agent, courtier, c'est super. Et puis, on s'en arrête là. Et puis, on se dit, c'est bon, je maîtrise le sujet. Pour moi, travailler une niche, c'est connaître l'environnement de cette niche, les contraintes, les problématiques. Pour parler de ma niche, c'est toutes les problématiques d'amortissement, comment investir, etc. Enfin, c'est des sujets que j'ai vraiment intégrés, que j'ai bossé, mais comme à l'époque, quand j'étais étudiante, tu vois, j'ai pris des bouquins et je les ai vraiment dévorés parce que je me suis dit, pour être ultra légitime dans mon discours, l'assurance, c'est la dernière chose dont je parlerai. Mais vraiment, je ne parle même pas assurance au début avec mes clients. Et c'est vraiment faire ce travail d'auto-formation. Déjà, la base, connaître parfaitement son contrat. C'est bête, mais il y en a beaucoup qui ne maîtrisent même pas leur contrat, qui vont le maîtriser dans les très grandes lignes. Oui, mais après, c'est l'environnement de ton client, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et vraiment connaître parfaitement ton contrat, déjà, et avoir une connaissance très précise de tout ce qui fait l'environnement de ta niche. C'est un travail, ça prend du temps, mais le retour sur investissement derrière, il est... Voilà, ce que j'ai réalisé moi là en 14 mois, c'est tellement au-delà de ce à quoi j'aspirais. Vraiment. Je ne pensais pas que ma reconversion se ferait dans de telles conditions. D'accord. Comment tu te perçois dans 5 ans, dans 10 ans ? Parce que là, tu es en croissance forte, je pense. Voilà. Jusqu'à quel moment tu vas tenir parce que ta croissance, quand on est toute seule, je sais ce que c'est, mais ta croissance, elle est liée à ta capacité à prendre plus de business dans une journée, ou à faire des choix de clients, ou peut-être de ne plus aller voir un client à l'autre bout de la France. Voilà, il y a quand même des choix que tu dois faire aujourd'hui que tu faisais peut-être pas au début, tu vois, quand tu commences. Jusqu'où tu peux tenir toute seule ? Est-ce que tu t'envisages de recruter ? Mais j'ai pas l'impression. Donc, jusqu'où tu peux tenir toute seule et comment tu te perçois, toi, dans 5 ans
À part d'aller à Tahiti, bien sûr, mais... Non, ça Non, me... ok. Non. Mais vraiment, ça, c'est une question que tout le monde me pose, vu la croissance, Bien effectivement, sûr. et le développement que je suis en train d'engager. Même si tu es une très grosse bosseuse derrière tout ça, tu vois, mais... Je réfléchis tout ce que je fais, en fait. Déjà, j'éduque mes clients aussi, beaucoup. Ce qui fait que notre relation est saine. Je ne suis pas l'urgentiste. Accessoirement, je travaille avec des médecins, beaucoup. Je veux dire, 90% de mon temps, je le passe avec des médecins qui ont conscience que même eux ne peuvent pas, aujourd'hui, subvenir à l'urgence. Donc, tout va bien, tu vois. Ça remet bien l'église au milieu du village et les bars sur l'été. Mais j'éduque les clients. J'utilise beaucoup l'intelligence artificielle D'accord. pour m'organiser. Ok, Ça m'a pris du temps, hein. J'ai fait une très lourde formation là-dessus. ok. T'as des outils spécifiques? Ouais, pour savoir Ouais. comment intégrer ça, comment optimiser mon temps, Ok, comment faire en sorte que mon temps soit vraiment créateur de valeur ajoutée. Donc tout ce qui est ultra chronophage, je déteste la contrainte, et puis ça m'énerve de faire les choses bêtement. Donc tout ce qui est chronophage, je l'ai automatisé. ok. Naturellement, je me suis munie d'un super CRM aussi qui me permet d'avoir une charge mentale moindre. Tu Et penses puis, que l'IA t'a permis d'économiser combien? 15 heures par semaine, Ok, vraiment. une journée. Ah ouais, Ouais. enfin, oui. Une journée de Nathalie. Oui, voilà, merci. Ouais, on est d'accord. De journée classique et oui, une bonne un grosse peu une journée. des quoi. miennes aussi quand même, mais voilà. Mais Oui. non, je l'ai... et je valorise beaucoup ça, mais encore une fois, pas avec tous les travers là, que je vois et qui me déplaisent. Et puis après, je suis pas vers la course au... Il y en a beaucoup qui me prêtent des ambitions très grandes. Je dis pas que j'en suis pas capable, je sais que j'en suis vraiment capable. J'ai eu des mentors dans ce métier, au cours de mes rencontres, qui m'ont toujours vu bien plus haut. Je sais que j'en suis capable, mais je ne veux plus aucune contrainte. Enfin, j'ai vécu un épisode compliqué avec le Covid qui m'a complètement fait voir les choses de manière complètement différente. Aujourd'hui, je valorise mon bien-être, je valorise mes temps off, et ça, ma qualité de vie aujourd'hui, elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, mon portefeuille, mon cabinet est viabilisé, tout va super bien et c'est très bien. Je me suis donné des perspectives d'évolution, je sais où je vais et je sais surtout quand je vais m'arrêter. D'accord. Dans un monde idéal, je sais quand je vais m'arrêter parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite que ces perspectives-là seront peut-être bien avant ou retardées parce que ces évolutions feront qu'il faudra réfléchir les choses différemment et autres. Mais à un instant T, avec ce que je vis aujourd'hui, je sais quand je m'arrête, je sais où je vais et je sais quand je m'arrête. Ok. Donc, C'est pas mal. ça sera... Ouais. voilà. Ouais, c'est pas Mais mal. il y a une Ouais. réalité, c'est que je privilégie vraiment ma qualité de vie. Il y en a beaucoup qui l'oublient dans ce métier. Moi, j'ai beaucoup de confrères qui me disent « Mais comment tu fais pour prendre des vacances ? Comment tu... » Mais en fait, c'est parce que je prends des vacances que j'arrive autant à travailler et à être pertinente dans tout ce que je fais derrière. Parce qu'effectivement, je cumule les deux activités. Enfin, je suis courtier en assurance et formatrice consultant. Donc, j'arrive à articuler... C'est quoi la répartition de ton temps aujourd'hui? Je dirais à ce jour 70% assurance, 30% consulting. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais je suis dans un tel développement de l'assurance. Donc, c'est un peu mon activité où je m'amuse. Vraiment, ça me plaît tellement d'accompagner les confrères et les consoeurs sur leurs problématiques ou même leur apporter une vision formation différenciante. Je me régale à ça. Donc, ça, c'est un peu mon instant privilégié dans le mois où j'ai un contact... vraiment de proximité avec mes confrères consoeurs. Mais oui, l'assurance, c'est 70%. Ouais. Pour terminer, si tu avais 3 conseils, 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se rendre visible ou qui voudrait se lancer sur les réseaux, ce serait quoi les conseils de base, de départ? Accepter de faire, même si c'est imparfait. Juste faire, en fait. Persévérer, même quand ça marche pas. Parce que c'est en persévérant qu'on trouve d'autres axes de communication qui vont plus nous ressembler ou qui vont... Voilà, donc persévérer. Et vraiment être incarné, avoir une communication très incarnée, très personnelle, dans le sens où on véhicule vraiment des valeurs qui sont les nôtres. C'est pas parce qu'on est tous confrères consoeurs qu'on a les mêmes... tout le monde va dire faut s'assurer, faut se couvrir, bien faut... sûr. Super. Et je l'espère. C'est pas ça Ouais. que j'appelle être incarné, tu vois. C'est avoir une communication incarnée. On va tous dire faut se couvrir, c'est la base de notre métier. Faut se couvrir, faut s'assurer, faut anticiper, etc. Non, c'est vraiment parler de soi avec ses tripes, en fait. Ouais. Être soi, être vrai, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est ça, ouais, être exactement. soi.
Et c'est en étant soi que je pense qu'on fait vraiment du business. Et c'est ton imperfection qui te fera ta différence. C'est bien ça aussi. Ouais, je suis OK avec ça. J'ai appris à être OK avec... si j'y suis arrivée, je peux dire que des accompagnements sur le soi parfait, j'en ai eu quelques heures quand même. Donc, mais tu vois, il y a un moment, je pense que c'est important de pouvoir se prendre, tu vois, une feuille de papier, une feuille blanche et de se dire, voilà, c'est mes valeurs, je vais incarner quoi, j'ai envie de transmettre quoi. Tu vois, tu poses ça et après, tu fais une communication par rapport à ça. De toute façon, tu sais, publier pour publier, ça mène à rien. C'est comme un plan d'action commerciale, en fait. Ils vont arrêter, de toute façon, ça ne tiendra pas dans le temps. C'est un plan d'action commercial. Ouais. Je veux dire, communiquer pour communiquer, ça ne sert à rien. Il faut que vraiment, derrière, il y ait une intention. Je sais à qui je parle, je sais pourquoi je lui parle, et je sais quel point sensible je vais toucher, mais en étant moi. Ouais. À qui, pourquoi, exactement. Et pour moi, c'est vraiment le sens même d'une communication réussie. Et c'est pour ça que toutes ces communications de ChatGPT, pour moi, oui, je suis d'accord. Voilà. Donc persévérer et juste être soi. Voilà. C'est déjà bien. Dis-moi, au début, tu communiquais sous le nom J'assure comme une chef. Toujours. C'est qui J'assure comme une chef? Oui, je sais que tu le fais, toujours. C'est venu d'où, ça? Parce que... Je suis sûr qu'il y a un truc drôle derrière, mais J'assure comme une chef, c'est venu d'où? Et c'est marrant. Mais... J'assure comme une chef, c'est venu d'Insta, où je me suis dit, vu que je vais parler de moi en perso, j'ai pas assuré sur ce coup-là. D'accord, j'ai fait un super cake parce que mon coach sportif m'a dit, il faut que tu manges des trucs hyper protéinés, donc j'ai fait un cake et franchement, j'ai assuré. J'assure, quoi. Et du coup, vu que je suis chef d'entreprise, je me suis dit, j'assure comme une chef, je parle assurance, je parle perso, j'assure dans ce que je fais, parce que tout ce que je fais, j'ai tendance à vouloir le faire à 100%, voire 1000%. Et je me suis dit, bah ouais, c'est rigolo. Donc après, j'ai vu plein de noms du genre se déployer, mais voilà, c'est moi, c'est j'assure comme une chef, avec mon petit picto, avec ma caricature. Et je trouve ça drôle. C'est moi. C'est moi, je casse les codes, je suis pas l'assureur tel qu'on l'envisagerait, tu vois. Et ça me va bien de casser tous ces codes-là, que ce soit au niveau de l'apparence, que ce soit au niveau du côté complètement décomplexé, que ce soit... Ouais, ça me plaît. Bon, c'est bien de terminer comme ça. Ça me plaît. Si on veut communiquer avec toi, c'est pas très difficile. On arrive à te trouver assez facilement quand même. Assez facilement. S'il y a des gens qui veulent travailler avec toi aussi également. En tout cas, merci Nathalie pour tous ces tips, toute cette masterclass. Je savais que ça allait être très, très instructif. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi. Et puis, au plaisir. Oui, et puis si les confrères veulent échanger, c'est avec plaisir. Exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager cet épisode. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner. On revient dans 15 jours avec un nouvel épisode, Le futur de l'agence. À bientôt.